Oui? Ah, c'est mieux ça. Voilà. La radiologie interventionnelle des métastases osseuses devient un véritable enjeu de société parce que les progrès de l'oncologie médicale font que cette population va vivre de plus en plus longtemps et va vouloir vivre avec une bonne qualité de survie. Et si le pronostic vital n'est rarement engagé dans les métastases osseuses, c'est le pronostic fonctionnel et donc la qualité de vie qui est important. Et la radiologie interventionnelle prend une place de plus en plus importante dans la prise en charge de ces patients pour améliorer cette qualité de vie. Alors, les gestes que nous pouvons proposer au cours de cette prise en charge des métastases osseuses, eh bien, ce sont d'une part des gestes diagnostiques tels que les biopsies et surtout des gestes thérapeutiques avec trois types principaux, les cimentoplasties, qui sont des consolidations osseuses, les destructions par radiofréquence ou par cryothérapie, et enfin il y a d'autres nouvelles techniques qui se développent de jour en jour pour prise en charge de ces malades. Alors la biopsie osseuse, c'est un geste qui se fait en ambulatoire sous contrôle radiologique, soit sous imagerie classique, soit sous scanner, avec différents petits matériaux qui vont vous permettre de faire des prélèvements avec une qualité de prélèvement qui est satisfaisante dans l'ordre de 95% des cas, avec des pinces qui sont soit des pinces crocodiles déviées des pinces d'endoscopie, soit des pinces de biopsie osseuse tout à fait classiques. C'est très intéressant, en particulier, soit quand on a un doute diagnostique, soit pour évaluer l'évolution de ces cancers. En effet, avec les mutations génétiques, avec les modifications des récepteurs, il y a toute une prise en charge ciblée des cancers en fonction de l'immunohistochimie, et la biopsie devient de plus en plus fréquente du fait de son innocuité dans la prise en charge de ces patients. Les gestes thérapeutiques, ils vont avoir deux objectifs principaux. Le premier, c'est finalement un os, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le consolider. Le deuxième, c'est dans certains cas de le détruire la métastase osseuse. Les consolidations, c'est des gestes de vertébroplastie ou de cimentoplastie. Les destructions tumorales, eh bien là, il y a un arsenal beaucoup plus varié de la radiofréquence, de la cryoablation, de la coblation, qui est l'ablation laser, de la radiothérapie in situ, de la cimentoplastie. Tous ces gestes peuvent être utilisés en fonction des indications, en fonction de la localisation et d'un certain nombre de critères cliniques. Alors, les objectifs cliniques vont dépendre, bien entendu, de l'état du patient, du caractère unique ou multiple de ces métastases. Effectivement, dans les métastases multiples, l'objectif, ce sera essentiellement un objectif antalgique, un objectif de destruction tumorale dans certains cas. Par contre, dans la métastase unique ou prédominante, la destruction tumorale apparaît en première ligne, puisqu'on espère une longue survie avec la meilleure qualité de destruction tumorale. Et puis, dans certains cas, une consolidation s'il y a une lésion ostéolytique avec un risque fonctionnel. Les indications vont dépendre du cancer primitif, de la chimio, de la radiosensibilité et donc des autres possibilités thérapeutiques de traitement local ou général, de la localisation. Mais dans tous les cas, l'idéal, c'est de faire un traitement préventif des fractures et donc on pourra faire des gestes mini-invasifs dès lors que l'on est dans un traitement préventif chez des patients qui ont souvent des espérances de vie assez longues. Si on prend par exemple le cancer du sein, qui est à environ 50% des métastases osseuses, eh bien ce sont des patientes qui, à partir du moment où elles n'ont que des métastases osseuses, ont une survie qui est souvent supérieure à 5 ans et qui peut aller jusqu'à 10 voire 20 ans. Donc il est important de leur donner le maximum de qualité de vie et de fonctionnalité osseuse. Les discussions de cette prise en charge, elles se font maintenant de plus en plus au cours de concertations multidisciplinaires qui sont régies par la loi d'ailleurs, avec l'association des oncologues, des radiothérapeutes, des radiologues interventionnels, des chirurgiens et des rhumatologues. Et tout ceci doit se faire en concert au sein d'une équipe entraînée à la prise en charge de ces patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement local dans les métastases osseuses? Eh bien, en traitement initial, on va voir la radiothérapie, la vertébroplastie, la chirurgie, et puis s'intègre un petit peu de plus en plus la radiofréquence, mais qui a quelques indications particulières. La chimioembolisation, c'est une autre technique, je vous en parlerai à la fin, ça se fait quand rien n'a marché, qu'on se retrouve dans une situation d'échec thérapeutique sur le plan local.
Le premier objectif, c'est la consolidation. La consolidation, c'est la cimentoplastie. La cimentoplastie, c'est le geste le plus connu, ça se fait depuis maintenant près de 30 ans. C'est l'injection percutanée sous contrôle fluoroscopique. C'est un geste qui se fait sous neuroleptalgésie. Vous voyez ici, on consolide une vertèbre C2 qui présente une lésion ostéolytique. Il est essentiel d'avoir une bonne qualité d'imagerie et une bonne qualité technique. Au départ, c'était un petit peu artisanal quand on a commencé en dans les années 90. Maintenant, toute cette technique est parfaitement codifiée avec du matériel adapté, des conditions radiologiques d'interventionnelles optimales, ce qui permet d'améliorer la sécurité du geste opératoire. Alors, dans les métastases vertébrales, la consolidation, c'est ce qu'on appelle la vertébroplastie. On va consolider le corps vertébral puisque c'est ce qui est responsable de la fragilité. On peut tout consolider de C2 à S2, avec y compris des métastases bipolaires. Vous voyez ici une métastase antérieure et une métastase de l'arc postérieur. Eh bien, on va consolider parfaitement, remplir complètement la lésion avec du ciment chirurgical qui va permettre à la fois la destruction et la consolidation de la vertèbre. Ça, c'est une consolidation tout à fait classique d'une vertèbre C2. C'est extrêmement simple à faire quand on en a l'expérience. Les contre-indications, bien entendu, ce n'est pas la panacée. On ne traite pas une compression médulaire ou un déficit neurologique par une cimentoplastie. Ça va être un geste chirurgical. Quand le malade n'est pas opérable, eh bien, on sera, dans certains cas, limité à la radiothérapie. Mais compression médulaire ou déficit neurologique, c'est la chirurgie en première ligne. Chirurgie de libération médulaire. Les contre-indications transitoires, c'est l'infection ou l'aplasie. Effectivement, l'avantage de ces techniques, c'est que c'est une intervention qui se fait de manière extrêmement rapide, qui n'a pas de cicatrisation nécessaire. On peut par exemple faire de ces patients sous anti-angiogénique et en fait, on s'intercale en fin de programme de chimiothérapie, si vous voulez, au moment de la remontée de l'aplasie et à ce moment-là, on fait le geste juste avant la cure suivante, ce qui ne modifie pas du tout le protocole de chimiothérapie. Alors, quel est le mécanisme d'action de cette vertébroplastie? Eh bien, c'est d'obtenir une stabilisation osseuse, mais également une destruction tumorale, et donc d'obtenir un effet antalgique qu'on obtient dans à peu près 90% des cas. Quelles sont les indications potentielles au niveau des vertèbres? Essentiellement les métastases ostéolytiques, puisque là, il faut consolider la vertèbre avant que ça se fracture, et prévenir une complication neurologique. Mais on peut également traiter des métastases ostéocondensantes. On aura les mêmes résultats que dans les métastases ostéolytiques sur le plan de la douleur, mais on ne fera pas de destruction tumorale dans ces cas-là. Il faut savoir que la rupture du mur postérieur n'est pas une contre-indication à la vertébroplastie. Voici ici une métastase de cancer du sein. Il n'y a plus du tout de mur postérieur. On voulait faire la radiothérapie parce qu'elle était extrêmement douloureuse, mais on ne pouvait pas la faire à cause des douleurs. Ça nécessitait une mobilisation de la patiente qui était impossible. Donc le centrage de radiothérapie n'était pas réalisable. On a fait dans le premier temps la vertébroplastie. Et ensuite, on a pu, du fait de la sédation douloureuse, réaliser la radiothérapie dans des bonnes conditions. Alors, ces métastases ostéolytiques, eh bien, on adapte les principes chirurgicaux. C'est-à-dire que si on a une métastase qui fait plus de 50% du corps vertébral, ou a priori si elle est fracturaire, et si elle est douloureuse, eh bien, on a intérêt à la consolider pour éviter que ça casse, pour éviter d'avoir une compression neurologique. Et c'est dans ces conditions-là qu'on améliorera le pronostic de ces patientes qui ont souvent une survie à long terme. Des lésions hétérogènes avec des douleurs, eh bien la vertébroplastie à visée antalgique va effectivement aussi être extrêmement efficace. Voici ici l'exemple tout à fait classique, femme de 31 ans, cancer du sein, métastases multiples. On a des douleurs qui sont focalisées, eh bien on traite les vertèbres qui sont douloureuses, et puis on attend, elle a son traitement médical, on ne traite pas toutes les vertèbres parce qu'il y a des métastases partout. Elle va mieux, elle va même bien, elle n'a plus de douleur, et puis sous l'effet du traitement médical, elle revient un an après pour qu'on lui refasse d'autres vertébroplasties parce que les douleurs réapparaissent du fait de l'insuffisance mécanique. Et à ce moment-là, on a encore de bons résultats. Donc ça, c'est la séquence classique de ces patientes qui viennent nous voir tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, et ça maintenant sur 5 à 10 ans, très régulièrement, jusqu'à ce que le pronostic soit grévé, bien entendu par l'apparition des métastases viscérales ou des métastases cérébrales, et là, c'est le pronostic vital qui est engagé. Mais là aussi, on fait des progrès.
Ici, c'était une autre patiente. On a une patiente qui a des douleurs mécaniques sur une métastase vertébrale. C'est aussi un sein. Elle est en territoire irradié. On ne peut pas la réirradier. Il n'y a plus de mur postérieur. On consolide la vertèbre avec un peu de ciment. Vous voyez qu'on le fait de... Le principal, c'est d'avoir une bonne qualité de contrôle de l'imagerie et de bien connaître sa technique. Et à ce moment-là, le taux de complication est extrêmement faible. Voici ici, par exemple, ce que l'on avait en termes de résultats antalgiques et de complications. Ça, c'était la série qu'on avait présentée l'année dernière à l'Académie. Vous voyez, sur à peu près 1000 cas, 90% de résultats antalgiques et 1,5% de complications locales et générales confondues. Pareil pour ensémétie, mais il ne donnait pas les complications. Ça, c'est une série que nous avions présentée en 98. C'était le début de notre étude. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ce n'est pas un cotyle, mais c'était des vertèbres. On avait 10% de complications locales et générales. Donc avec l'expérience, il est clair qu'il y a d'une part l'expérience, mais aussi l'amélioration des conditions techniques qui font qu'on a, d'une manière importante, réduit notre morbimortalité. Au niveau du bassin, eh bien, c'est la même chose. L'indication, c'est surtout mécanique. Il faut consolider l'os pour prévenir l'apparition d'une fracture, la consolider quand c'est possible et réduire les douleurs mécaniques. Alors, dans certains cas, on va faire de la chimio-embolisation. Ça, c'est très particulier pour certaines métastases en échappement qui sont volumineuses. Les indications chirurgicales, elles se sont réduites. Elles sont incessamment nécessaires dès lors qu'il y a une compression radiculaire, en particulier au niveau du sacrum, ou quand il y a une atteinte du cotyle et de la hanche, auquel cas il faudra faire une prothèse. Et encore, ceci peut se modifier avec certains développements. Alors, voici ici l'exemple classique, métastase de cancer du sein. C'est une métastase mixte, lithique et condensante. Vous voyez, on va la consolider avec l'injection de ciment qui va se mettre dans toute la partie ostéolytique. Ça va suffire pour soulager la patiente parce qu'elle était en récidive après une radiothérapie. Et donc, on a un excellent résultat là-dessus également. Ça, c'est une autre patiente, 31 ans également, jeune, postpartum, multiples métastases osseuses de cancer du sein. Il y avait 5 ou 6 métastases vertébrales. Vous voyez qu'on a fait également un petit sacrum, un aileron sacré ici, une crête iliaque postérieure, un toit de cotyle assez important, une région intertrochantérienne. On a consolidé tout ça en injectant du ciment. Il y avait 2 petites vertèbres également. On a consolidé tout ça. Et cette patiente, on la suit toujours avec maintenant 10 ans de recul en rémission complète. Et ça, c'est pas nous, hein, c'est le traitement oncologique qui a fait énormément de progrès et qui permet d'obtenir ce résultat. Si on n'avait pas pu consolider ces lésions par des gestes simples, il est clair qu'un geste chirurgical sur les différentes lésions aurait été relativement difficile. Eh bien, on n'aurait pas pu mettre en place le traitement médical rapidement et donc lui assurer la qualité de vie qu'elle a actuellement. Les métastases des os longs, c'est essentiellement de la chirurgie préventive. Hein, il faut éviter au maximum, il faut suivre ces patients en imagerie de manière précise, de manière à éviter qu'on arrive à une fracture et donc une chirurgie d'urgence. Les cimentoplasties dans les métastases lytiques sont essentiellement limitées aux régions épiphysaires. Vous voyez ici, vous avez une tête humérale, eh bien, on fait une cimentoplastie de la tête humérale, c'est plus simple que de faire une prothèse de la tête humérale, et on réserve au cas où cela, il ne peut pas faire autrement, et aux métastases à longue espérance de vie, la prothèse humérale de la tête. Et puis, il y a des cas un petit peu particuliers. Là, c'est une patiente, 55 ans, 50 ans, cancer du sein, métastases osseuses multiples, très mauvais état général, pas candidate à la chirurgie, les chirurgiens n'en veulent pas parce qu'elle est vraiment en trop mauvais état. Eh bien là, on peut lui faire une consolidation de sauvetage, ici sur la région intertrochantérienne et le fémur, et de l'autre côté, le toit du cotyle plus la région intertrochantérienne. Et cette patiente a pu bénéficier très rapidement de sa chimiothérapie, d'une amélioration, ce qui a permis de lui donner une qualité de vie satisfaisante pendant plusieurs années. Il est clair que ça, ce n'est pas forcément des très bonnes indications, mais ça permet de sauver la mise dans certains cas, chez des patients qui ne peuvent pas supporter une chirurgie prothétique bilatérale. Et puis les développements. Les développements, eh bien, c'est ce que l'on fait maintenant, c'est-à-dire que chez ces patients pour lesquels on n'a pas très envie de leur faire un geste chirurgical, eh bien, on leur fait des cimentoplasties renforcées.
Qu'est-ce que c'est que la cimentoplastie renforcée? Eh bien, on associe à l'injection de ciment la mise en place de broches par voie percutanée. Vous voyez ici les petites broches métalliques. On en met 2 en horizontal, 2 dans le sens vertical, et puis on glue tout ça dans le ciment, et on a une parfaite stabilité. Maintenant, on a un recul de plus de 6 mois sur ce type de lésion, avec un excellent résultat, sans fracture et sans douleur. Même chose au niveau du bassin, les chirurgiens n'en voulaient pas. C'était un volumineux plasmocytome de l'aileron sacré. Il devait avoir de la radiothérapie, mais on trouvait quand même que la lésion était très volumineuse avec un risque fracturaire. Donc on a proposé de mettre des petites broches de manière à stabiliser l'aileron sacré, et on a coulé tout ça dans le ciment. Le deuxième objectif, c'est la destruction tumorale. Alors là, c'est essentiellement des techniques que certains chirurgiens utilisent, en particulier au niveau du foie, c'est-à-dire la radiofréquence, la cryoablation. Il y a aussi d'autres techniques qui sont des destructions laser, qui commencent à se développer également, qui sont la coablation, la curithérapie. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup parce que c'est une technique un petit peu lourde et finalement qui n'a que des indications très limitées. L'essentiel, ça concerne ces 3 techniques, RFA, cryothérapie, mais également la cimentoplastie. Alors, la destruction thermique, quelles sont les indications de la RFA ou de la cryoablation? Alors là, tous les radiologues ne sont pas d'accord parce que certains préfèrent la cryoablation, d'autres la radiofréquence. C'est vraiment une question d'école. C'est aussi une question de localisation. Nous, on traite par radiofréquence ou essentiellement par radiofréquence, des métastases avec extension extra-osseuse, parce que le ciment n'est pas efficace sur des extensions extra-osseuses, des métastases condensantes douloureuses, surtout en dehors des vertèbres. Ce qui est important, c'est de garder une distance entre la tumeur, la moelle et les nerfs supérieurs à 1 cm, du moins de ne pas cuire la moelle ni les nerfs. Il faut savoir que la moelle ne supporte pas plus de 45 degrés, que les températures que l'on peut obtenir avec les radiofréquences peuvent être de jusqu'à 70 voire 80 degrés. Donc il faut bien contrôler son geste pour éviter d'avoir des complications neurologiques qui seront définitives. Alors, Massala avait fait une étude comparant la cryoablation et l'ablation RF. La RFA était plus simple et moins chère. On pouvait faire facilement la cimentoplastie associée. La cryoablation est un peu plus chère, mais on a un meilleur contrôle sous scanner de la zone de destruction. C'est vraiment des questions d'école. Nous, on préfère utiliser la radiofréquence, d'autant que l'on sait que l'on peut augmenter très facilement le volume de la lésion en mettant plusieurs sondes et que ça ne pose aucun problème technique. On en fait très régulièrement. Alors voici ici une patiente, un cas tout à fait typique, 76 ans, métastase en T3 et une métastase en T9. T9, il y a un problème de consolidation de la vertèbre, on la traite par vertébroplastie, simplement. T3, on a une volumineuse lésion paravertébrale. Il est clair que la cimentoplastie, ça ne servira à rien. Et à 76 ans, on ne veut pas faire d'embolisation par voie endovasculaire. Les chirurgiens ne veulent pas l'opérer. On fait une destruction par radiofréquence de cette lésion. Et vous voyez le contrôle, on a parfaitement toute la zone centrale qui est complètement nécrosée. Dans les métastases condensantes douloureuses, ici c'est une petite métastase qui est condensante. Vous voyez, la patiente est symptomatique. Le moyen le plus simple pour obtenir, à partir du moment où la radiothérapie n'a pas été efficace, eh bien, c'est de mettre une sonde de radiofréquence, griller la lésion, et on a également un très bon résultat antalgique qui est immédiat. Alors, on peut associer la cimentoplastie et la radiofréquence dès lors qu'on a une métastase ostéolytique, qu'elle est solitaire ou prédominante, de manière à obtenir à la fois une destruction et une consolidation. Alors, y a-t-il un effet carcinologique du ciment? C'était une question qui est longuement débattue. Le ciment, il chauffe et il monte à 70 degrés. Il est clair qu'on aura un effet carcinolytique si on remplit complètement la lésion avec le ciment. C'est-à-dire que sur une métastase ostéolytique, on peut avoir d'excellente destruction tumorale. Et il y avait Radim, qui avait été un chirurgien orthopédique, qui avait montré ça dans les années 50. Il montrait que sur les prothèses de hanche, il n'y avait rien qui poussait autour du ciment sur 5 mm. Il y a eu aussi un article qui a été par l'école de Genève qui avait montré aussi que sur une métastase de cancer du rein, il y avait une destruction complète et une rémission complète de la lésion tumorale.
Nous, on a vu sur une série de cancers du sein traités par vertébroplastie, une série tout à fait homogène provenant de la Fondation Curie, eh bien, on a une absence de récidive ou de progression sur le site traité par vertébroplastie dans 86% des cas. Il y a donc un effet carcinétique du ciment. Par contre, il n'y avait pas de corrélation statistiquement significative entre cette récidive ou la progression locale et la radiothérapie, puisque les patients avaient le traitement tout à fait classique adapté à leur cas de lésion cancéreuse. Par contre, sur la même population, on avait une progression métastatique osseuse sur d'autres sites, dans environ 80% des cas. Il y avait donc une efficacité de la cimentoplastie en termes de destruction tumorale. Alors, ça c'est un exemple, une lésion métastatique unique. On ne peut pas faire de radiofréquence sur cette lésion parce que si on veut la détruire, on va faire de la radiofréquence ici, on va en faire sur le pédicule et sur l'arc postérieur, mais on n'est pas très loin de la moelle ou des racines, donc il y a un risque de toxicité médulaire. On a préféré faire une cimentoplastie extensive de cette lésion osteolytique. On a rempli complètement la lésion, vous voyez. C'est techniquement pas toujours très simple, mais bon, on y arrive parfaitement. Et cette patiente, on a eu une rémission complète à 5 ans sur cette lésion. Ensuite, on l'a perdue de vue. Alors, quelles sont les indications des autres techniques? Alors, la kyphoplastie, personnellement, je pense que ça ne sert à rien sur ces indications, à condition de savoir faire une vertébroplastie. Ce qui n'est pas toujours si simple que ça, mais techniquement, on n'a eu qu'un cas en post-chirurgie, où on a été obligé sur une vertèbre, on n'a pas été obligé, on a préféré mettre un stent, pas une kyphoplastie, de manière à avoir une bonne stabilisation osseuse, mais parce que les chirurgiens avaient complètement évacué le tissu tumoral en péropératoire. Donc là, on a préféré stabiliser avec un stent. Mais autrement, on n'utilise jamais la kyphoplastie, ça ne nous a pas semblé utile sur maintenant 20 ans ou 25 ans d'expérience. La radiothérapie, l'intrabeam radiothérapie associée à la kyphoplastie, le volume cible de la radiothérapie est insuffisant pour une métastase vertébrale complète, et donc je pense qu'il vaut mieux faire, si on veut faire de la radiothérapie multifaisceau. Enfin, la nouvelle technique, c'est la coblation, qui associe à la cimentoplastie une destruction par laser. Ça, c'est une technique qui est certainement prometteuse, mais qui est encore en évaluation. Enfin, dernière ligne, c'est la chimioembolisation. Dans les cas de métastases volumineuses, qui ont résisté à la chirurgie, qui sont inopérables, qui ont résisté à la radiothérapie, et pour lesquels le traitement général est inefficace, eh bien, on peut faire une perfusion in situ de carboplatine et d'adriamycine. Et puis, quand on regarde les effets, on a un effet antalgique qui est très important, avec une durée de l'effet antalgique qui va de 1 an à 3 ans, globalement, et surtout un effet carcinétique qui est important dans certains groupes lésionnels, en particulier si on prend les cancers du sein. Eh bien, les cancers du sein, on a un tiers de réponse complète, un tiers de réponse partielle, et puis pratiquement pas de patients qui ne répondent pas. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je vais vous en montrer juste un exemple. Voici ici, c'est une métastase de cancer de l'utérus, déjà opérée pour une sciatique. Elle a été radiothérapiée, elle est en récidive locale, on voit l'hypervascularisation lésionnelle. On lui fait 2 cures de chimioembolisation. On observe une recalcification de l'os, c'est pas de l'os de très bonne qualité, mais on a une amélioration clinique très importante avec une disparition des douleurs pendant 2 ans. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses et que, en fait, ce qui est important, c'est que globalement, notre technique de base, c'est la cimentoplastie, qui est adaptée dans la grande majorité des cas pour stabiliser l'os. Et puis les autres indications, eh bien, sont plus discriminantes. Elles doivent être discutées dans ces concertations disciplinaires, peut être nécessaires pour détruire des lésions solitaires, pour détruire des métastases extra-osseuses ou des métastases condensantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Et je donne la parole tout de suite à M. Gérald Morvan, qui va faire ses commentaires sur cette communication. Merci, Jacques. Voilà, tout d'abord, bravo, parce que c'est impressionnant. Vraiment l'impression de rendre service à beaucoup de gens. Et moi, ta communication m'inspire deux commentaires.
Le premier commentaire, c'est la notion de métier. Et ça, c'est un problème récurrent qui vient depuis quelques années au sein de notre académie. On ne sait plus très bien. Est-ce que c'est de la radiologie interventionnelle? Est-ce que c'est de la chirurgie? Est-ce que c'est de l'orthopédie? Visiblement, les métiers se fondent, se mêlent. Et à mon avis, ceci doit représenter un thème de réflexion pour notre académie parce que c'est quelque chose que l'on observe, y compris en orthopédie, qui était un des derniers bastions de la chirurgie pure et dure, si on peut dire. Un deuxième commentaire, c'est qu'à côté d'une efficacité indiscutable, qu'on ne peut pas nier, et donc un service rendu qui n'est pas niable, il y a quand même un certain nombre de complications. C'est une technique qui est potentiellement dangereuse, même dans des mains aussi entraînées que les tiennes et celles de ton équipe. Si je fais référence à l'article paru dans les e-mémoires en 2011, sur 982 vertèbres traitées chez 803 patients. 982 vertébroplasties, c'était 2300 vertèbres. Voilà, 2168 vertèbres voilà. Exactement. C'est un très grand nombre de patients. Il y avait en gros une morbidité de 1,8% et une mortalité de 0,4%, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable. Alors ma question est la suivante. Visiblement, c'est une technique qui est précieuse et en tant que telle qui doit être appliquée, mais avec la notion de formation d'une part et la notion d'acquis de compétences d'autre part, avec une espèce de permis de cimenter, de permis de construire, comme on disait tout à l'heure. À partir de quel moment l'a-t-on? Et comment se passe en France la formation des radiologues qui veulent se former à cette radiologie interventionnelle actuellement? Donc c'est ça ma question essentiellement, la notion de formation, la notion de qualification pour obtenir ces résultats extraordinaires. Merci Gérard. La formation, c'est un problème essentiel. Je ne vais pas apprendre à un chirurgien qu'il faut apprendre à opérer. Hein, ça vous semble élémentaire. C'est plus compliqué au niveau des radiologues parce que il faut mettre en place des outils de formation. Alors maintenant, on a un certain nombre d'outils de formation. J'ai participé à leur mise en place. Il y a un DU de interventionnel musculo-squelettique. On a des DU de neuroradiologie. La neuroradiologie interventionnelle a été la première à s'organiser et pour nous, pour faire une activité de neuroradiologie interventionnelle, il faut avoir une activité pratique pendant 2 ans, il faut avoir une formation pendant 2 ans et sinon on n'a pas le droit d'exercer la radiologie interventionnelle, la neuroradiologie interventionnelle. Je pense qu'on va évoluer vers ça aussi au niveau des autres sous-spécialités de la radiologie interventionnelle. Mais il y a un petit peu de travail de mise en place et on participe, par exemple, nous, au niveau de la Société européenne de neuroradiologie, on a créé des cours de radiologie interventionnelle, interventionnelle du rachis, de manière à assurer la formation de nos élèves. Et ça, c'est fondamental. Dernier point sur la série. La série, elle reprend tout le début. C'est-à-dire que c'était jusqu'en 86. Ce qu'on a publié, c'était une grosse série. Maintenant, on n'a quasiment plus de complications. On est à moins de 1 pour 1000 de complications. Tu disais que dans ta première communication, que dans les années 90, il y avait jusqu'à 10% de complications. Maintenant, ça veut dire qu'il y a une courbe d'apprentissage extrêmement importante. Et donc, c'est sûr que si tout le monde fait sa propre courbe d'apprentissage, on risque d'aboutir à un certain nombre de problèmes, d'où cette notion de formation. Il y a la courbe d'apprentissage, mais ce qui est plus important, c'est les conditions opératoires. C'est-à-dire que si vous faites ça sur un ampli où vous ne voyez rien, c'est une catastrophe. S'il faut faire ça dans des conditions d'asepsie, et nos appareils sont dans des conditions quasiment, c'est de l'ISO 6, donc c'est pratiquement du bloc opératoire, et avec des outils radiologiques de qualité et du matériel radiologique de qualité, y compris tous les petits matériels que l'on utilise, les ancillaires et autres. On a compris que les complications sont exceptionnelles. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces complications, même exceptionnelles? Deuxième question. Une fois qu'on a fait ces choses-là, une fois que tu as fait tes vertébroplasties, grosso modo, en moyenne, combien de temps ces gens vivent? Parce que tu as dit qu'ils vont vivre, il y a toujours des cas particuliers, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir en moyenne quel est le... Et puis, troisième question, et dernière, est-ce que tu fais ça uniquement pour métastase de cancer du sein
ou est-ce que tu peux faire ça pour des maladies hématologiques, par exemple dans le cas des myélomes? Est-ce que tu peux faire ça? Alors, il y a plein de questions. Alors, la première, les complications, les décès qu'on a, c'est des complications anesthésie. Ou les embolies pulmonaires chez des patients en mauvais état et les complications de l'anesthésie, essentiellement. Autrement, le reste, on a eu une complication neurologique déficitaire sur 25 ans. On n'en a pas vu depuis... On a eu 4 complications radiculaires, dont 2 ont été opérées et les autres ont guéri spontanément. Et puis, c'est tout. On n'a pas d'autres... Bon, depuis 3 ans, je n'ai pas vu une complication et on fait environ 500 patients par an. Ensuite, là-dessus, la survie. Survie de cancer du sein, ça augmente progressivement selon les cas, etc. Donc on a fréquemment des patients, la médiane de survie d'un cancer du sein avec juste des métastases osseuses, c'est 3-4 ans actuellement. Dans les autres cancers, ça dépend. Mais on voit maintenant, par exemple, on voit des digestifs, les cancers du côlon qui avant avaient un pronostic catastrophique. Maintenant, on voit des patients qui ont des survies sur 4-5 ans et qui viennent avec une métastase osseuse. On va les consolider. Et c'est la survie de la maladie. Donc c'est pas nous qui décidons de la survie, c'est l'oncologue qui nous dit bah, celui-là, il a une bonne espérance de vie, il va durer 5-6 ans, il n'y a pas de problème. Pour l'hématologie, c'est pareil. Alors, on a 2 populations. On a les patients qui ont un myélome au départ, et ceux-là, ça va dépendre. On va consolider, on va les soulager. Et puis, on a toute une population qu'on va traiter, c'est les cicatrices du myélome. C'est-à-dire le myélome en rémission complète, qui a perdu 15 cm de haut, et qui est tout rabougri, qui vit dans un corset avec des qualités de vie tout à fait déplorables. J'ai comme ça un de mes collègues qui m'a dit bah, écoute, est-ce que tu peux t'occuper de ma sœur? Elle n'ose plus sortir de chez elle. Je lui ai fait 10 vertèbres. Et je l'ai revue là 2 ans après sa vertébroplastie. Elle est en pleine forme, elle descend à Agde dans sa maison en voiture, etc. etc. Donc il faut, le tout c'est de rendre service. Hein, c'est uniquement de la stabilisation. Et je crois que voir ces patients dans des corsets, c'est pas raisonnable. Avez-vous des questions à poser à M. Sheppard? Oui, Jean. C'est celui de RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires, pour lesquelles j'ai travaillé plus de 10 ans pour les obtenir, pour les tumeurs osseuses. Et je voudrais savoir, et ça je pose la question à l'ensemble de l'Assemblée, est-ce que pour les autres organes, le pancréas, la thyroïde, le machin, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire obligatoires, car maintenant elle est obligatoire pour les tumeurs osseuses. C'est pour tout maintenant. Ah, ben je suis content de la... C'est rendu obligatoire. On a fait un tour de France récemment sur avec le cancer du sein, enfin sur les métastases osseuses, à l'initiative d'un laboratoire, il n'y a pas de secret. C'était voir comment étaient prises en charge les métastases osseuses sur l'ensemble de la France. Et globalement, il y a à peu près des concertations multidisciplinaires sur les métastases osseuses, plus ou moins ciblées, dans toute la France. Par contre, il y a des sites qui n'ont pas de radiologue interventionnel pour prise en charge leurs patients. Et donc là-dessus, il y a des réels problèmes. Bah, c'est difficile à déplacer. En fait, il faut sensibiliser les centres pour essayer de développer l'ensemble des techniques. Un centre anticancéreux, il a forcément de la radiothérapie. Il faut aussi qu'il ait un radiologue interventionnel, je crois. Ça, c'est le message qu'on pourrait faire passer. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On te remercie infiniment. Et je passe immédiatement la parole à notre président qui a une annonce à vous faire. Oui, pendant cette communication, j'ai reçu par SMS une triste nouvelle. C'est le décès de Lorenzo Capussotti, notre ami chirurgien à Turin, qui était membre de l'Académie de chirurgie et qui était venu faire une présentation ici l'année dernière. Donc il vient de décéder subitement et je partage cette triste nouvelle avec tous ceux qui le connaissaient et nous lui rendrons un hommage le moment venu. Mais c'était un grand chirurgien et puis surtout un ami très cher et un personnage très charismatique.
Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole maintenant à M. Malucière de Bordeaux et ses collaborateurs qui vont nous parler du cancer de poumon et les techniques interventionnelles. Merci d'être venu.